Il y a eu un événement important dans la région qui est l'Agent Force World Tour. C'est super intéressant de voir l'évolution que ça a pu avoir dans la région. Et ce que je retiens aussi, c'est Agent Force, la partie intelligence artificielle qui est mise en avant énormément, et aussi l'utilisation sur des cas concrets, pratiques, qui parlent à tout le monde. Sur la partie data, c'est la qualité de données des clients qui va faire que votre agent IA va pas être efficace ou non. Donc l'IA, tout le monde en parle. La donnée, c'était déjà essentiel avant l'intelligence artificielle. Si tu as des données de mauvaise qualité, avant même l'IA, ton CRM allait pas répondre à tes attentes. Flexibilité, organisation, et de toute façon tout ça, comment travailler en remote, il n'y a pas de manuel qui va te dire voilà, faut faire 1, 2, 3, 4. C'est vraiment s'adapter en fonction des gens que tu as en face de toi, en fonction du contexte du projet, de l'étape où on est dans le projet. Salesforce mise et va continuer de miser sur la région Middle East, aux Émirats Arabes Unis, mais aussi en Arabie Saoudite. C'est là où nous, avec notre expérience en Europe, on a peut-être une carte à jouer. Ces transformations digitales, on les a déjà vues chez d'autres clients, on sait en parler. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salesforce People. Je me présente, je m'appelle Abalash, j'interviens en tant que chef de projet, intégrateur et formateur. Dans ce nouvel épisode, un peu particulier car il est enregistré aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, où a eu lieu Agent Force World Tour il y a quelques jours. Et c'est l'occasion pour nous de vous partager les moments forts de cet événement. On vous parlera également du travail en remote depuis l'étranger et quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle. Et nous vous parlerons de la présence de Salesforce dans la région et quelles sont les opportunités à envisager. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, j'ai avec moi deux consultants Salesforce installés ici, avec qui on va partager sur ces sujets. On va commencer par la présentation. Bonjour Nabila. Bonjour Abi. Je suis très content d'être avec vous sur ce nouvel épisode. On va commencer par une présentation. Nabila. Bien sûr. Bonjour Abalash, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Donc Nabila Benmirou, 15 ans d'expérience sur le marché de l'IT, dont 12 ans sur Salesforce. À la base, j'ai pas du tout un background technique. J'ai découvert Salesforce un peu par hasard lors d'une mission où un client cherchait un consultant pour faire de la recette, des tests sur une nouvelle implémentation Salesforce. Et c'est là où j'ai découvert l'outil, où j'ai découvert qu'on pouvait créer des champs en moins d'une minute et pas en 2 jours, comme le vendaient certains développeurs sur d'autres technologies. Et c'est là que l'aventure Salesforce a commencé. Donc j'ai été business analyst, chef de projet, delivery manager, essentiellement en France. Et là, je suis installée à Dubaï depuis pratiquement 2 ans, où je travaille essentiellement en remote pour des clients français et où je suis plus sur des rôles de delivery manager, demand management sur différentes industries. Et ça fait à peu près 2 ans que ça dure. Oh, good. Bonne chose. Rabi. Bonjour, Rabi Zerouki, Solution Architect. J'ai 14 ans d'expérience dans l'univers Salesforce. J'ai commencé au sein d'une entreprise qui était utilisatrice de Salesforce. C'est comme ça que j'ai découvert la solution, un peu sur le tas. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et donc j'ai décidé de rejoindre une entreprise, un pure player Salesforce, côté conseil, pour approfondir mes connaissances et travailler sur des projets un peu plus techniques, un peu plus différents également. Donc après 4 ans passés chez cet intégrateur-là, j'ai eu la chance de rejoindre Salesforce, donc passer côté éditeur cette fois, avec un rôle de programme architecte, où là je suis passé dans encore une autre dimension. J'ai pu travailler sur des projets super stratégiques, des projets innovants, parfois des programmes internationaux, parfois les 3 également en même temps. Et après 5 ans chez Salesforce, j'ai décidé de changer encore une fois de casquette et de me lancer en tant que freelance. Donc ça fait 5 ans que je suis freelance, dont 3 ans passés à Dubaï, aux Émirats, principalement en travaillant en remote avec le monde entier. D'accord. Ça va être intéressant d'avoir ton point de vue parce que tu as vraiment vu les différents aspects, que ce soit en tant que partenaire, en interne et maintenant en freelance. Ça doit être de très aspects très intéressants. Moi, j'aime bien dire que j'ai un peu la vue 360 de l'écosystème. Donc voilà, avec cette expérience et chaque étape qui m'a permis d'avoir une vue un peu consolidée de l'écosystème. Et là aujourd'hui, avec une approche encore différente, multiculturelle et internationale. Oh, good. Super. Comme on l'a dit en introduction, il y a eu un événement cette semaine important dans la région qui est l'Agent Force World Tour. C'est là, on s'était vu il y a quelques temps avec Nabila, il y a 10 ans précisément. Exactement. On a été à un premier événement chez Force, on appelait ça les Essentials à l'époque, où c'était vraiment très réduit dans un lobby d'un hôtel. C'était pas du tout la même taille d'événement. Pas du tout la même dimension. Justement, on va en parler de ça parce que c'est super intéressant de voir l'évolution que ça a pu avoir dans la région. On était... Vraiment, c'était une petite centaine, on était moins d'un millier, quoi. Ouais. Où t'avais vraiment, c'était une réunion de geeks, on avait l'impression. Les pionniers, les trailblazers. Mais vraiment, là, on peut vraiment utiliser le terme de trailblazer, vraiment, ça, là, on peut le dire.
Et de voir ce qu'il y a eu cette semaine, un événement énorme. La semaine dernière, j'étais à Paris, justement, pour le World Tour. Il n'y a pas grand-chose à envier, hein, vraiment. C'était la même configuration, avec le même type d'organisation, donc une plénière et plein de workshops dédiés à des clouds ou à des industries particulières. J'ai vraiment été impressionné. Donc j'aimerais débriefer avec vous de cet événement. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels ont été les temps forts pour vous? On commence par toi, Nabila. Écoute, comme tu l'as dit, les premiers événements Salesforce dans la région et précisément à Dubaï, on les a connus ensemble il y a à peu près 10 ans. Donc il faut savoir que dans mon parcours, j'ai passé il y a à peu près 10 ans, je me suis installée pour une première fois à Dubaï. J'ai suivi un cabinet de conseil ici qui ouvrait sa practice. Et en 2 ans, j'ai pu voir quelques clients, quelques events Salesforce. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout la même taille. Il y avait très peu de partenaires Salesforce à l'époque. Même les gros ne se lançaient pas encore. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu la différence cette année avec un event, comme tu l'as dit, qui n'avait rien à envier à celui de Paris. Il y avait des retours clients qui avaient vraiment intégré Salesforce dans leur transformation digitale, des retours de partenaires, même le nombre de partenaires a énormément augmenté. Donc c'est vrai que c'était une toute autre dimension par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Ouais, une vraie évolution. En tout cas, ça apporte plein de choses et on voit un peu ce qui va se passer dans l'avenir et ça va vraiment être intéressant. Toi, Rabi, t'en as retenu quoi? Même impression que toi, Nabila, et que toi, Balash. Moi, j'ai connu les événements Salesforce à Dubaï, on va dire, sur les 3 dernières années uniquement. Mais même sur cette courte période, j'ai vu une différence. Bon, on peut faire confiance à Salesforce pour organiser des super événements. Ça, je pense que aux 4 coins du monde, ils sont vraiment millimétrés. Moi, ce que je retiens aussi, c'est une accélération sur des technologies, sur certains secteurs. Et principalement également, ce que je retiens, c'est l'ancrage local, régional fort. Avec l'ouverture bien sûr de bureaux, ce qui va vraiment implanter Salesforce dans la région, permettre de travailler sur le long terme les clients, les partenaires. On a mis en avant beaucoup les clients locaux. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça continue sur cette trajectoire d'ancrage physique de la région. Et ce que je retiens aussi, bien sûr, c'est Agentforce, la partie intelligence artificielle, qui est bien évidemment mise en avant énormément, et aussi l'utilisation sur des cas concrets, pratiques, qui parlent à tout le monde. Donc on a toujours ce côté intelligence artificielle, c'est l'inconnu, ça fait un peu peur, ça va remplacer les métiers, les employés. Ce qui était intéressant, c'était plutôt la complémentarité avec les équipes des organisations, comment l'IA aide les clients, comment elle aide les staffs des entreprises à être plus productifs, plus centrés clients, et être plus réactif. Donc c'est vraiment une complémentarité machine-humain que j'ai retenu aussi de l'événement. Donc voilà. Non mais c'est vrai, c'était intéressant aussi en parlant de secteur, que pour ceux qui ne connaissent pas la région, et pour faire peut-être le parallèle aussi avec ce qu'on peut avoir en Europe, on est dans un pays où la construction immobilière a une grande place importante. D'ailleurs, on a vu les winners en tant qu'utilisateur Salesforce, qui étaient principalement ce qu'on appelle des développeurs, avec Damac, Emar et d'autres. Et également dans le secteur de l'énergie, tout à fait. On a vu. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir que des grandes industries comme ça ont pu intégrer dans leur écosystème technique Salesforce, que ce soit dans la partie CRM, la partie service et également la partie marketing. Et effectivement, avec une couche d'IA qui est en train de se mettre en place là doucement. Et on sait que les Émirats Arabes Unis sont un peu AI friendly. Très friand de ce truc-là. On en a parlé ensemble. Je te laisse développer là-dessus parce que c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir qu'aux Émirats, on a une volonté forte de transformation de l'économie et même du pays. Ce n'est pas simplement l'économie. On a la capacité de prendre des décisions rapides et fortes et de les mettre en pratique rapidement, ce qui est un peu différent par rapport peut-être à des pays qu'on connaît plus. Donc, ils ont investi et ils continueront d'investir sur l'intelligence artificielle et la technologie. Ils ont la volonté de faire des Émirats un hub sur la partie IA. Et il va y avoir, je pense que vous avez dû voir la news, un data center immense. Ça va être, je crois, le deuxième plus grand ou le plus grand après les États-Unis. Donc, il y a une forte volonté d'investir, une forte volonté de se transformer. Et bien évidemment, ils ont les moyens derrière pour que ça se fasse dans les bonnes conditions.
Et ça va aussi avec le style de vie de la ville, du pays de manière générale. C'est un pays où on a énormément de services. En rigolant, on dit qu'à Dubaï, on a une application pour tout. Et donc, le fait d'introduire l'IA et de mettre en avant l'IA aussi dans des cas d'usage, comme tu disais, Rabi, du quotidien, ben, ça fait que ça va dans le sens aussi du rythme de la ville, qui est un rythme très accéléré. Donc, on veut avoir tout très rapidement. Et l'IA fait partie des leviers qu'ils vont utiliser pour justement rester dans cette tendance. C'est un vrai accélérateur. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et ils ont, encore une fois, la volonté et l'ambition d'être à la pointe sur ces technologies-là. Ouais, sur les moments forts moi, que j'ai retenus de l'événement, bah, forcément, c'est la couche d'IA. Et comme tu le dis, c'est la complémentarité qu'on peut avoir avec un utilisateur. Il y a eu pas mal de cas d'usage qu'on a vu sur le customer service, Tout à fait. où on a eu des appels téléphoniques qui sont d'abord débutés par un agent IA et qui ensuite décrochés par un vrai agent. Et effectivement, ces sujets-là, on va les voir de plus en plus dans la région et c'est intéressant de voir comment ça se développe. Et surtout, c'est intéressant d'avoir un vrai cas d'usage concret. Tout à fait. Et c'était aussi, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention du CEO, que je ne connaissais pas du tout, Ouais. de voir qu'il y a une implémentation locale et ça en dit long sur l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a bien un bureau à Dubaï qui est ouvert depuis très peu, mais également en Arabie Saoudite. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Salesforce mise et va continuer de miser sur la région Middle East, aux Émirats Arabes Unis, mais aussi en Arabie Saoudite. Donc c'est encore deux contextes, on va dire, un peu différents, mais c'est vraiment des axes d'avenir sur Salesforce dans la région. Donc, bien évidemment, il va y avoir plein d'opportunités. On est encore au début de la vague. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner, renseignez-vous, préparez-vous et si vous êtes prêts, venez parmi les premiers. Justement, par rapport à ça, pour faire la transition, donc, on voit qu'aujourd'hui, on a une présence de Salesforce qui est de plus en plus importante dans la région, par l'ouverture du bureau et puis par la démonstration qu'on a pu avoir cette semaine avec des cas d'usage concrets et des clients qui commencent à utiliser et à adopter la solution de plus en plus. Dans votre cas, et j'aimerais avoir votre témoignage là-dessus, vous travaillez donc sur Salesforce, vous êtes deux consultants Salesforce plus qu'expérimentés avec votre CV. Vieux, c'est ça que tu dis? J'ai pas osé. Ouais, Senior. merci. Merci. Et qui fait que vous travaillez donc avec aujourd'hui des clients européens. Et j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience un peu sur le travail en remote depuis l'avènement du Covid. Donc, il y a eu un shift qui s'est opéré dans le monde du travail et particulièrement sur le remote parce qu'auparavant, en fait, on était un peu frileux sur ce type de méthode. Aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. C'est en train de changer. C'est pour ça que j'aimerais parler avec vous parce que pour moi, effectivement, il y a des avantages sur le temps de trajet et très sincèrement aussi sur la productivité. Parce que moi, j'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Mais également, il doit y avoir des avantages, des inconvénients. Et j'aimerais les partager avec vous. Nabila, tu peux nous en parler ? Exactement. Depuis le Covid, on a pris l'habitude à télétravailler. Les entreprises n'avaient pas le choix. De toute façon, si on ne voulait pas arrêter les projets, il fallait que tout le monde se mette au télétravail. Donc, ça fait des années que je suis en télétravail avant même d'avoir commencé à travailler à mon compte il y a à peu près 3 ans. Donc, ça fait partie de ma routine. Après, le télétravail à Dubaï en particulier, c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle ville où tu es en train de refaire ta vie, de te recréer un entourage, d'un côté, c'est confortable parce que, surtout avec le décalage horaire, si tu dois t'adapter aux horaires en Europe, c'est plus facile d'être en télétravail, tu as moins d'aller-retour aussi à faire. Et ça te laisse le temps aussi de te créer de certaines attaches ici dans la ville. Donc je trouve que ça a pas mal d'avantages. Mais le gros inconvénient, c'est que, comme tu as dit, au final, tu te retrouves à travailler plus sans t'en rendre compte. Mais ça, on le voyait déjà en France. Ouais. Parce que tu n'as plus les pauses café avec les collègues. La pause déjeuner, ça va être manger rapidement devant ton ordi. Et tu comptes plus les heures parce que tu vois personne partir du bureau et te dire « Ah ben c'est vrai, c'est la fin de la journée. Il faudrait peut-être que je commence à me préparer pour partir. » Et au-delà de ça, en fait, comme vous êtes en décalage horaire, il n'y a pas de marqueur de temps. En fait, le marqueur de temps, il est biaisé. Exactement. Parce que, comme tu disais, tu sais quand est-ce que tu commences et quand tu
tu enchaînes, tu n'arrives pas à définir quel moment tu dois faire une pause. Exactement, donc tu te retrouves, je pense, à travailler plus. Mais l'avantage d'être dans une ville comme Dubaï, c'est que tu as beaucoup de gens qui travaillent en remote. Donc tu as beaucoup d'espaces adaptés au remote. Si tu veux pas rester chez toi, tu as des espaces de coworking. Dans les cafés, tu vois énormément de gens qui sont en train de travailler sur leur ordi. Donc je pense que c'est un bon environnement pour être en remote, mais il faut aussi avoir une certaine rigueur pour ne pas devenir complètement fou, dans le sens où tu peux travailler de longues heures sans t'en rendre compte, et aussi rester enfermé chez soi, c'est pas très sain non plus, on va dire. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ce setup, mais je pense qu'il faut juste être bien organisé, s'imposer un certain rythme et essayer de le suivre autant que possible. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais peut-être au niveau des aspects positifs et des inconvénients. Donc tout d'abord, les aspects positifs, je pense que l'équilibre vie perso, vie pro, en tout cas de mon point de vue, est plus sain. On gagne du temps, et ce temps-là professionnel, on peut être plus concentré sur nos tâches, et également on peut faire le choix parfois aussi de se dégager du temps perso pour passer du temps avec des amis ou de la famille. Donc déjà l'équilibre perso-pro, je pense que c'est super important. Il y a aussi l'avantage quand on travaille en remote, que ce soit aux Émirats ou à l'étranger, les espaces qui sont très adaptés, comme tu l'as dit, les connexions Internet partout disponibles. On a la chance d'avoir un réseau incroyable aux Émirats. Donc, niveau installation, on est plutôt chanceux. Après, au niveau des, j'allais dire, pas inconvénients, mais challenge, je pense que l'autodiscipline, elle est importante. Il fait beau, il y a plein de distractions possibles. Donc, l'idée d'avoir un espace de travail, que ce soit à la maison ou en extérieur, où on est capable d'être studieux, de s'organiser bien pour bien dégager le temps pro et perso, parce que parfois le challenge, c'est de ne pas mélanger les deux. Ça, c'est un point important. Et le dernier point, je dirais que ça nous force aussi à travailler différemment. Comme tu le disais, on a moins la distraction de la machine à café, mais en même temps, la machine à café, je pense que c'est un lieu important de l'espace travail, où on échange de manière informelle et on capte énormément d'informations. Donc, si on ne travaille pas avec des gens qui ont l'habitude ou qui font l'effort de surcommuniquer, ou enfin d'adapter la communication, en tout cas, au télétravail, on a une perte d'informations qui peut être préjudiciable. Je pense aussi que c'est compliqué parfois de capter les signaux parfois un peu faibles de l'entreprise ou des personnes avec qui tu évolues. Voilà, quand on est face à face, parfois voilà, on voit le visage, on voit les expressions du corps, etc. Et si on n'a pas forcément la caméra allumée lors des échanges, c'est compliqué de percevoir ces signaux. Donc il y a des challenges, mais je pense qu'on a tous les outils et toutes les méthodologies aujourd'hui pour relever les défis, tout simplement. Ah, mais je suis d'accord avec toi en fait sur les deux inconvénients que j'ai même pu observer. C'est le body language, très important. Effectivement, avec ta caméra, c'est pas des choses que tu peux voir. Et ça permet de communiquer, de voir des messages. Oui. Et effectivement, quand tu es à distance, là, tu ne les vois pas. Et comme tu le disais, ces petits moments informels où on a beaucoup d'informations, les pauses café, les déjeuners, tout ça, ces moments informels-là, où on tire beaucoup d'informations dans notre travail. Ça aussi, ouais, ça doit manquer. Et moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est, tu parlais d'autodiscipline, parce qu'on est dans le pays de la distraction. Et surtout, en fait, il y a un autre truc que j'avais observé, c'était... on parle du décalage horaire. Et en fait, il y a deux moments dans l'année. Il y a l'été, là, maintenant, où on a 2 heures de décalage. Et il y a l'hiver où il y a 3 heures. Donc, en parlant de discipline, il faut vraiment être discipliné, parce que le peu de fois où je l'ai fait en partant d'ici, surtout en hiver, c'est que, ok, c'est cool, j'ai la matinée, pour moi, entre guillemets, mais ensuite, je termine mon travail à 22 heures ou 23 heures ou... En fait, c'est un rythme qui est complètement différent. Est-ce que vous avez une méthode ou une discipline que vous mettez en place ? De mon côté, moi, je pense qu'aux Émirats, on a la chance d'avoir le décalage horaire favorable. Ouais. Déjà, ça, c'est super important si on travaille avec l'Europe, par exemple. On a du temps en plus, je dirais. Donc, effectivement, les journées finissent un peu plus tard que ce qu'on aurait en Europe ou en France. Mais pour moi, c'est plus une chance. Ce qui fait qu'on a plus de temps libre pour faire tout ce qu'on veut, voir des amis, aller au sport, faire les différentes obligations administratives ou autres qu'on pourrait avoir, ou dormir parfois aussi, se reposer, c'est important. C'est important, il faut récupérer. Donc pour moi, vraiment, ces 2 heures ou ces 3 heures-là, bon, le passage de 2 à 3 heures,
ça nécessite un petit peu d'adaptation, mais en vérité, c'est plus bénéfique que préjudiciable, je pense. Et il faut s'adapter. Le matin, on commence un peu plus tard. On a les pauses de déj avec les différents pays en décalage. Ouais. Donc, c'est peut-être le moment de faire un break aussi de notre côté ou d'avancer sur des tâches où on est un peu plus autonome. Pour moi, ça va vraiment dépendre de la mission, de votre rôle. Si on est capable d'avoir cette flexibilité de notre côté et aussi du côté de l'organisation, et qu'on a à la fois un travail qui repose sur des meetings et aussi du travail un peu de notre côté, je pense que c'est un gros avantage en vérité, à condition comme on l'a dit, d'avoir la discipline, de se mettre des limites. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Et si on veut, en vérité, si on veut glander, même les glandeurs trouveront toujours un moyen, même au sein d'un bureau, de glander. Donc, non, mais clairement, mais juste moi, j'essaie de m'imaginer un peu comment vous travaillez. C'est la veille au soir, j'ai mon petit plan, donc à 13h, heure locale, je dois faire ça jusqu'à telle heure. En fait, c'est la même organisation que si tu étais sur place. Tu as ton agenda, tu connais les meetings que tu as. Et je suis d'accord avec ce que dit Rabi. En fait, le décalage horaire est dans le bon sens quand on est ici, parce que ici, même les horaires sont décalés par rapport à la France, dans le sens où les supermarchés sont ouverts plus tard, les restaurants sont ouverts plus tard. Donc même si tu termines ta journée de travail à 20h, 21h, la journée n'est pas finie pour toi. Tu as encore la possibilité d'avoir une vie à côté, de t'occuper de la partie perso, et du coup ça joue vraiment en notre avantage. Et comme disait Rabi, oui, si tu veux ne rien faire, si tu veux faire semblant, tu peux le faire même en étant au bureau. Donc c'est il faut débunker cette idée du télétravail à la plage ou au bord de la piscine, etc. C'est vraiment pas la vie que l'on a et qu'on observe ici. Les gens travaillent même beaucoup, je trouve, par rapport à ce que j'ai pu voir avant. Et je dirais qu'ils travaillent mieux, en vérité, puisque on a cet équilibre vie perso, vie pro, on a ce temps gagné, et en plus, si on fait du remote à la maison ou au bureau, on est capable d'évoluer, d'être productif. La seule condition, comme on l'a dit, c'est l'autodiscipline et aussi la confiance des gens avec qui on travaille. Ça, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas faire n'importe quoi, et c'est vrai qu'ici, c'est un rythme de travail différent. Quand tu vois des amis, c'est pas étonnant quand une personne te dit « je vais travailler ce week-end ». En fait, les gens sont plus que flexibles, je dirais même ici, parce que ils sont là pour une raison. Les gens sont venus à Dubaï pour travailler, pour construire leur carrière. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas d'aide sociale. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. Donc, ça motive encore plus les gens à travailler. Et ils en veulent plus. Donc, c'est vrai que le rythme de travail ici, je trouve qu'il est plus accéléré que ce qu'on peut connaître en France. Et au final, ça demande la flexibilité des deux côtés et une bonne organisation. Ok. Vu que vous travaillez avec des entreprises françaises, particulièrement, est-ce que ça a été un sujet, justement, votre configuration, votre setup ? Ça l'a été. Mon premier client français ici, je l'avais déjà à Paris. J'étais déjà en full remote. J'ai eu la chance d'être en full remote déjà avec ce client. Donc, je lui ai annoncé clairement que je voulais m'installer à Dubaï. Ça n'a rien changé pour lui parce que je continuais à être en remote tant que je m'adaptais aux horaires de la France. Et encore, dans l'équipe, on avait des gens qui étaient même à l'île Maurice, qui étaient sur le même fuseau horaire. Donc, ça n'a pas demandé trop d'adaptation ou de négociation par rapport à ça. Mon deuxième client, pareil, ça n'a pas posé de soucis, mais je pense que cette configuration de full remote est de moins en moins acceptée par les clients. Les clients veulent voir les consultants maintenant et ils demandent de plus en plus, même s'ils acceptent le remote, ils demandent de plus en plus à ce que la personne fasse des allers-retours de manière régulière. Donc je pense que c'est challenging quand même de trouver un client qui va accepter ce setup-là, surtout quand il ne connaît pas en fait le consultant. Il sait pas. Tant que la confiance n'est pas là, c'est un peu compliqué de vendre ce concept-là. Tout à fait aligné. J'ajouterais encore vraiment, c'est la confiance, bien sûr, les outils qui permettent de travailler à distance, ça c'est important. Mais la confiance, ça se construit. Donc il y a, de mon expérience personnelle, c'est que j'ai également commencé avec un client en France. Et le fait que le projet soit global, donc qu'on puisse travailler avec des Mexicains, des Brésiliens, des Australiens, ça déverrouille, j'allais dire, le travail à distance de fait, déjà. Donc ça facilite les discussions. Il faut vraiment voir le projet, le contexte,
et également aussi la maturité du consultant. Je pense que ça joue beaucoup. Donc c'est une super, c'est une super opportunité de travailler mieux, travailler plus, mais c'est pas toujours adapté à tous les contextes. Donc c'est ce que j'aimerais vraiment insister là-dessus. Les entreprises sont pas forcément prêtes. Le contexte s'y prête pas forcément et toutes les personnes, tous les consultants, tous les salariés sont pas forcément assez, disciplinés ou flexibles pour accepter le contexte, ni même ça rentre pas dans leurs caractéristiques tout simplement. Certains ont vraiment besoin de sociabiliser, certains ont vraiment besoin d'aller rencontrer des gens, d'avoir des collègues qui voient régulièrement. Faut pas négliger aussi l'aspect social du travail. Donc c'est pas juste produire, générer de la valeur, c'est aussi rencontrer des gens, évoluer. Et donc ça ne s'applique pas forcément à tout le monde. Donc, le conseil, c'est vraiment se connaître soi-même, connaître le contexte dans lequel on va évoluer et voir si ça s'y prête ou pas. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous deux. Et je le dis pour plein de choses, en fait, c'est une question de profil. Déjà, qui êtes-vous ? Est-ce que vous avez besoin d'être encadré ? Vous avez besoin d'échanger physiquement avec des gens ? Ou est-ce que vous êtes totalement autonome sur votre partie et dans ce cas-là, à réfléchir ? Il faut voir également la maturité du projet et le contexte dans lequel on est. Si on est dans une équipe qui est totalement intégrée et centralisée, forcément c'est un peu plus compliqué. Lorsqu'on est dans un profil de projet où les équipes sont éclatées géographiquement, on a un headquarter qui est en France avec un métier, mais finalement les développeurs sont en offshore ou en nearshore à l'étranger et que notre travail en fait est en triangulaire entre nous, le métier en headquarter et également avec la société offshore. Dans ce cas-là, je pense que si on a la confiance, si on est autonome, si on travaille avec des équipes à distance, là, je pense qu'on est dans un bon setup possible pour réaliser ce genre de choses. Et ça dépend aussi à quelle étape du projet on est. Si on est au tout début, faire des workshops à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et aussi, il y a le côté relationnel, comme tu disais. Il faut créer un lien avec les gens pour que la communication soit plus fluide, que tu anticipes un peu mieux certains besoins, certaines réactions. Donc tout ça, il faut aussi le prendre en compte dans le contexte du télétravail. Le mot-clé, vraiment, je pense, c'est confiance et flexibilité. Voilà, s'il y a besoin pour une période, que ce soit au démarrage ou sur des sujets ou des périodes un peu chaudes, un peu compliquées, de faire des déplacements, d'aller au contact des personnes pour justement résoudre les problèmes, il faut être capable de le faire. Donc il ne faut pas rester sur ses acquis en disant voilà, je suis en remote, je ne bougerai pas. Je pense qu'il faut être pragmatique et intelligent. Et voilà, et derrière, ça va bien se passer, je pense. Ouais, et puis je pense que ce que tu disais aussi, Nabila, je pense qu'il y a aussi des moments dans le projet, même si on est en full remote, hein, ça peut marcher et on le voit avec vous, même j'ai vu avec plein de cas. La majorité des projets sur lesquels j'ai travaillé, mon équipe de dev, elle n'est pas en France, pas du tout. Elle est même à des fuseaux horaires qui sont complètement différents et on s'adapte. Même parfois, on travaille avec des pays où ils ne travaillent pas un jour de la semaine, ils ne travaillent pas le vendredi par exemple. Et on arrive à s'adapter et ça marche extrêmement bien. Il y a de la bonne entente, il y a de la bonne intelligence, on est organisé et ça fonctionne correctement. Et je reviens aussi sur un truc que tu disais, Nabila, et je suis vraiment d'accord. Il y a quand même aussi des moments où il faut revenir et d'ailleurs qui font du bien. Exactement, à tout le monde. Qui font du bien à tout le monde, tout à fait, parce que c'est bien d'être à distance, mais on est des êtres humains. Exactement. Et on aime bien échanger. On a besoin d'échanger, on a besoin de se voir. Et je pense vraiment, dans mon métier, j'ai pu voir le body language, ça apporte énormément de choses et beaucoup d'informations. De savoir quand est-ce qu'on est dans la bonne direction, si mon message passe ou pas. J'ai fait beaucoup de formations et j'ai fait des formations à distance. Et un présentiel, c'est deux mondes complètement différents. Donc, j'ai également fait des projets à distance et en présentiel. Et c'est des moments qui sont totalement différents. Et comme tu le dis, il y a des moments où il faut être là, il y a des moments où on est en run et ça fonctionne correctement. On peut être à distance. Ok. Intéressant vos échanges, très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce qui est le travail en remote et quels sont les avantages et inconvénients ? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est, comme on disait, flexibilité, organisation. Et de toute façon, tout ça, comment travailler en remote, il n'y a pas de guide, de manuel qui va te dire, voilà, il faut faire 1, 2, 3, 4. C'est vraiment s'adapter en fonction des gens que tu as en face de toi, en fonction du contexte du projet, de l'étape où on est dans le projet. Et il ne faut pas oublier que le remote, en vrai, ça existait même avant le Covid. Même en France, tu parlais des équipes de développement. Sur énormément de projets, même avant le Covid, j'ai travaillé avec des équipes de développement
développement qui était en Inde. Donc on avait déjà du remote, on avait déjà le décalage horaire qui était présent. Donc après, c'est juste une question d'adapter tout ça. Et c'est là où j'ai encore du mal à comprendre pourquoi certains clients veulent absolument voir des gens 3-4 jours par semaine au bureau. C'est une attente que je ne comprends pas en fait avec le contexte de nos missions. On travaille surtout, nous, depuis quelques années, on travaille sur des missions, des projets globaux. On a des utilisateurs qui sont répartis un peu partout dans le monde. Donc on sait maintenant depuis le temps comment, même les organisations savent comment adapter cette manière de travailler pour qu'elle soit efficace. Donc j'entends que certains clients aient besoin d'être rassurés peut-être en début de projet, en début de mission, voir les gens et interagir un peu avec eux, parce que comme tu as dit, il y a le côté humain et relationnel qui compte énormément, mais imposer ça sur toute la durée de la mission, je trouve que c'est plus une contrainte pour tout le monde qu'autre chose. Puis en plus, on n'a pas de contraintes physiques, techniques à être présent, on travaille sur du cloud. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Non, je vous posais ces questions-là parce que en démarrant et en voyant, je me suis dit, je vais leur demander mais quel conseil on peut apporter aux gens qui voudraient le faire. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de conseil particulier parce que c'est dû à tellement de choses différentes qui sont quel est votre profil déjà, quel type de profil vous avez sur le projet. Là, c'est important de le souligner. Où est-ce que vous en êtes dans le projet? Quelle est votre relation avec le client? Où vous en êtes dans votre relation avec le client? Donc, et comment est structuré le client aussi? Parce qu'on s'adapte plus souvent à nos contextes que l'inverse. Donc c'est vraiment le client est-il outillé? Le client est-il aussi mature, assez mature pour savoir là où il faut mettre les efforts, les limites et les contraintes? C'est vraiment ça. Chaque projet, j'ai envie de dire, chaque rôle est un contexte et d'une vérité différente. Ok, parfait, très bien. Merci pour vos retours. Maintenant qu'on a abordé ce sujet-là, donc vous travaillez actuellement avec des clients français. J'aimerais parler parce que je sais que Nabila, toi, tu as eu l'occasion de travailler en local il y a quelques années. Et j'aimerais bien avoir en fait ton point de vue sur, c'était il y a 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, entre le travail que tu as pu faire il y a 10 ans et qu'est-ce que tu entrevois de ce qui peut se passer ici dans le domaine de Salesforce. Alors, il y a 10 ans, déjà, Salesforce n'avait pas ses bureaux ici. Donc, tu avais des AI qui faisaient des allers-retours essentiellement entre Dublin et Dubaï. Donc, tu n'avais pas vraiment une présence ancrée dans la région. Et c'est vrai que c'était pas du tout le même contexte. Même en arrivant, ce qui m'a marqué, c'était déjà la taille des projets. C'était des projets plus petits et c'était essentiellement autour des solutions core, surtout autour de la partie sales. Donc, c'était mettre en place Sales Cloud pour les équipes commerciales, pour les forces de vente, pour leur permettre de suivre leur pipe, avoir un forecast, voir quand est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs, etc. Et c'était des petits projets parce que Salesforce a un coût quand même. Et les clients que j'ai pu voir à l'époque, c'était essentiellement des petits clients. C'était plus du SMB. Et le coût de la... SMB, juste, bon, c'est Small, medium businesses. Et du coup, c'était justement un coût important pour eux, la licence Salesforce. Et c'était des équipes qui géraient leur pipe essentiellement dans un fichier Excel. D'accord, oui. Effectivement, si tu compares un fichier Excel avec Salesforce, effectivement, tu peux être étonné. Exactement. Et c'était peut-être un peu trop, ça offrait peut-être trop de possibilités, trop de fonctionnalités par rapport à l'objectif initial. Parce qu'il y a 10 ans, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, on ne parlait pas encore de projet de transformation digitale. On commence un peu à s'outiller avec des solutions du marché, mais il n'y avait pas cette vision un peu plus high level et une espèce de roadmap sur les 5-10 prochaines années. Donc d'un côté, c'était rafraîchissant aussi parce que quand on a un background qui n'est pas du tout technique comme moi, ce que j'appréciais avec Salesforce, c'est le côté un peu waouh que tu pouvais avoir avec la solution. Tu présentes au client une plateforme quand tu fais tes premières démos. C'est quand même orienté process métier Salesforce. Donc tu peux faire une démo, tu la prépares en une demi-journée et ça va avoir un effet waouh devant le client parce que tu as plein de petites fonctionnalités out of the box que tu peux directement présenter. C'est vraiment orienté process métier. Et ce côté-là, on l'avait un peu perdu en France parce que les plus gros clients étaient déjà outillés et ils connaissaient déjà la solution. Alors que quand je suis arrivée ici dans la région il y a une dizaine d'années, il y avait encore cet effet waouh. Tu pouvais encore le vendre aux clients. Ils avaient des étoiles dans les yeux. Et ça, tu le voyais vraiment, ouais. Tu le voyais vraiment quand tu présentais ça. Et toi, tu avais l'impression de ne pas faire grand-chose au final, parce que ça faisait des années que tu présentais pratiquement la même chose, même si la fonctionnalité avait été un peu améliorée. Mais le concept en soi, toi, tu le connais depuis des années. Et du coup, tu dis, ah oui, il y a encore des gens qui sont impressionnés par ça. Et du coup, c'était rafraîchissant. Et l'évolution, donc
En revenant ici il y a 2 ans, en commençant à prospecter aussi avec des clients, en fait, j'ai l'impression que c'est une démarche un peu différente. On n'a plus cette approche technique des implémentations Salesforce. Tu as déjà beaucoup de gros clients dans la région qui sont maintenant équipés dans différentes industries. On peut citer Emirates, par exemple, la compagnie aérienne qui est déjà outillée avec Salesforce. Et donc là, c'est vraiment plus une approche transformation digitale. C'est comment on va construire une roadmap sur les prochaines années et où Salesforce va s'intégrer. Et on commence à voir aussi un aspect qui manquait à l'époque, c'est un sponsorship métier un peu plus présent. On n'y est pas encore. C'est pas, je pense qu'on peut encore mieux faire dans la région, mais on commence à voir le business qui s'intéresse à la solution et qui se dit mais comment ça va m'apporter de la valeur. On commence à avoir ces discussions-là. Parce que tu trouves qu'auparavant, c'était plus les départements tech qui étaient intéressés par les solutions ? De ce que j'ai pu voir sur les projets sur lesquels j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, moi en tant que consultante, j'ai arrivé pour implémenter un projet Salesforce, je parlais essentiellement à l'IT. Ok. Ouais, c'était l'IT qui lidait les projets, mais bon, après, c'était peut-être une exception, parce qu'au final, je suis restée qu'à peine 2 ans, mais j'ai senti quand même ce shift-là en revenant, où tu discutes plus avec les métiers de valeur ajoutée, quels sont vos objectifs, en fait, d'un point de vue business, et comment la solution va vous aider à les atteindre. D'accord. Donc, en fait, dans ce que tu dis, on retrouve un peu ce qu'on a connu en Europe il y a quelques années, finalement. C'est ça. Bon, je ne vais pas dire un retard, parce que je trouve ça péjoratif, mais c'est une adaptation. En fait, on arrive sur un modèle qu'on a pu avoir en Occident en disant qu'on part maintenant sur des vrais projets de transformation numérique et digitale des métiers pour apporter plus de valeur. Oui, tout à fait. Et du coup, je pense que c'est là où nous, avec notre expérience en Europe, on a peut-être une carte à jouer. Parce que ces transformations digitales, on les a déjà vues chez d'autres clients et on sait en parler. Et je pense que ça peut être notre valeur ajoutée dans la région. Après, sur les profils que tu vas avoir dans la région, tu as beaucoup de profils techniques. Donc, avoir un profil plus fonctionnel où tu es capable de faire le lien entre les équipes techniques et les équipes métiers, ça, c'est vraiment une carte à jouer, je pense, dans la région, parce que c'est vraiment des profils qui commencent à être reconnus et qui commencent à être demandés. Donc, se positionner ici en tant que développeur Salesforce, je ne pense pas que ça soit la meilleure idée si on veut sortir du lot. Parce que faut pas oublier qu'ici, on n'est pas loin de l'Inde. L'Inde qui était le offshore pour nous en Europe, c'est le nearshore ici. Et encore, la plupart viennent s'installer directement ici. Et ils proposent des tarifs mais hyper concurrentiels. Et tu ne peux même pas essayer même si tu t'alignes, t'es perdant, il vaut mieux pas rester dans la région avec des tarifs aussi bas. Bah ouais, alors on parle de tarifs, certes, soit, mais pour avoir travaillé un peu avec eux, techniquement, ils sont extrêmement forts. Ils sont très costauds. Oui. Ils sont extrêmement forts. Et vraiment, moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques projets avec eux. J'étais extrêmement complexé. Oui, mais donc même si tu es bon, et tu veux concurrencer ces gens-là, tu peux pas en fait, parce qu'ils sont bons et ils vont coûter moins cher que toi. Et j'ai un ami avec qui on échangeait beaucoup qui me disait mais il faut pas oublier qu'ils sont 1,3 milliard. Même plus que 1,3 milliard. Donc forcément dans le lot, il y a des très très bons et les très très bons ils vont choisir de venir ici parce que c'est un peu l'Eldorado pour eux et surtout sur Salesforce quoi. Ouais, tout à fait. Rabi, t'en penses quoi? Alors j'ai un peu moins de perspective que Nabila parce que je me suis intéressé au marché quand je suis un petit peu avant de venir, donc je me suis préparé, donc on va dire ça fait 3 ans, 4 ans que je regarde un peu comment ça évolue. Effectivement, d'un point de vue technique, je pense que la concurrence est très féroce. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que Salesforce, c'est pas un outil pour les techniques. Certes, c'est de la technologie, mais même dans le discours de Salesforce, en fait, on est vraiment au service des métiers et on fait, j'allais dire, presque abstraction de la technique. Parce que c'est un prérequis que quand un client veut mettre en place une solution, qu'on fait appel à un cabinet intégrateur ou des équipes du client, connaître Salesforce c'est la base, j'ai envie de dire. Donc c'est pas là le facteur différenciant dont tu parlais. C'est vraiment comment on est capable de comprendre les enjeux de métier des clients, comment on les aide à les définir parfois aussi, parce que ça peut aussi être ça notre métier. Comment on fait le lien entre cette vision, cette roadmap et l'exécution opérationnelle,
Je pense que c'est là où on a vraiment une grosse carte à jouer, comme tu disais, avec nos expériences, avec nos backgrounds européens, français, ou aussi seniors, aussi avec les heures de vol qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, je dirais que si on a vraiment cette appétence technique et qu'on veut vraiment aller au bout de la technique et que c'est notre profil, etc., il faut avoir conscience que le profil développeur ou senior développeur, certes, il sera super concurrencé. En revanche, si on a une connaissance sur un cloud en particulier, une niche, je pense qu'il ne faut pas se fermer la porte non plus. Il faut regarder un peu si on a aussi notre valeur ajoutée. Donc vraiment, environnement hyper concurrentiel qui demande beaucoup de travail, beaucoup de flexibilité, mais également énormément d'opportunités et j'allais dire un mode de travail différent. On a tendance à dire en France, on a tendance un peu à voir le projet comme étant cadré, avec un contrat, un scope bien défini. Voilà, on est un peu plus régi par l'administration. Ici, c'est différent, c'est beaucoup le relationnel, c'est beaucoup la confiance. Donc, c'est vraiment un enjeu, le networking, la manière de gagner la confiance, de travailler. Ça peut prendre du temps. Là, tu parles en termes de démarchage commercial. Démarchage commercial. Et même toi, en tant que j'allais dire de consultant, quand tu veux venir ici, c'est aussi comme ça que ça marche. Okay. Il faut s'intéresser au marché. C'est très facile de connecter ici avec des gens, même si on a une approche un peu, on a tendance à se dire, c'est un peu communautaire les Émirats. On a des gens qui traînent plus ou moins par affinité ou par culture. C'est pas vrai. Les gens sont très abordables, comme on est tous, j'allais dire, des immigrés presque ici. Mais c'est vrai, 90% de la population, elle est expat. Donc on a peut-être un peu tendance à parler avec des gens qui nous ressemblent, mais pas que au final, parce qu'on est mélangé et c'est très enrichissant. Donc networker, très important, construire la confiance, et ça à tous les niveaux, que ce soit recherche d'emploi, recherche de mission si on est freelance, ou alors si on est un peu plus consultant, advisor, high level, travailler avec des clients sur le fond. Voilà, c'est une approche de travail différente, et je pense qu'il faut se préparer à ça. Non, mais clairement, moi, de ce que je vois d'extérieur, en tout cas, si je peux donner un conseil, c'est effectivement d'être spécialisé peut-être dans un cloud en particulier, un rôle même dans ce cloud-là, oui. Et également même sur une verticale, sur une industrie spécifique. De toute façon, Salesforce a tellement élargi son offre que ça devient très compliqué de dire à quelqu'un « Oui, je connais tout Salesforce, je connais tous les clouds, je connais toutes les solutions. » Voilà, donc soit on est menteur, soit on se surestime, on va dire, pour donner le bénéfice du doute. Donc, on est obligé un peu de se spécialiser. On peut être généraliste, mais il faut avoir la capacité de deep diver sur certaines techniques. Et l'informatique et Salesforce, a fortiori, évoluent très très vite. Donc, on ne peut pas suivre tous les clouds. Donc, se spécialiser, que ce soit dans un rôle ou dans une solution ou une industrie, c'est vraiment, je pense, la clé du succès. Je fais le pont avec ça, justement. Quel est pour vous le cloud ou la spécialité qu'il faudrait avoir et dans quel secteur vous imaginez ici ? Ici, je pense qu'il faut regarder les industries déjà qui sont très fortes. Donc, on a bien évidemment l'immobilier, on a l'aviation, on en parlait avec des compagnies comme Emirates, entre autres. On a également le secteur public qui sont très très forts et qui ont des gros projets de transformation. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les marchés les plus porteurs aujourd'hui. Après, derrière, il y a également des industries qui vont arriver, qui sont en train d'être travaillées, qui ont d'autres contraintes, on va dire plutôt, qui ont besoin, j'allais dire, d'être rassurées, qui ne sont pas forcément évangélisées au cloud, etc., notamment les institutions financières. Donc ici, la finance, c'est quelque chose c'est un hub financier mondial. Donc quand on va réussir à travailler ces industries-là et que ça va commencer à ouvrir les portes à Salesforce, il va y avoir un nombre infini presque d'opportunités. Donc, bien connaître son industrie. Et au niveau des clouds, bien évidemment, je pense que à quelques jours après l'agent de force, je pense que la partie intelligence artificielle, c'est un must maintenant. OK, compte, contact, opportunité, case, c'est très bien, c'est la base. Mais maintenant, voilà, il faut vraiment s'intéresser à des solutions un peu plus innovantes. Et donc l'IA, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre absolument, et Salesforce a mis le paquet dessus. Ouais, je pense vraiment que, je le dis souvent, mais je pense que Salesforce arrive à une nouvelle phase. Il y a différentes vagues, et je pense qu'on est sur une prochaine vague, et Salesforce qu'on a connu, il sera plus du tout le même en termes d'interfaçage, de communication avec l'outil. Quote, contact, ce sera plus du tout la même chose. On parlera directement avec Agentforce, et je pense que le gros du travail, ça va être d'être dans l'outil et faire le paramétrage de ces agents-là. Et
en complément de ce que je viens de dire, tout ça, toute l'intelligence artificielle est possible que sur la base des données que l'on a et la qualité des données. Donc, Maître mot, AI, data quality. Artificial Intelligence, oui. Et Data Cloud, je pense aussi, c'est quelque chose de fondamental. C'est un peu le noyau de la plateforme sur lequel on va avoir différentes couches cloud et pour chaque cloud, des couches d'agents d'intelligence artificielle. Donc vraiment, data et intelligence artificielle, je pense que c'est vraiment les deux tendances fortes sur lesquelles il faut miser. Donc côté real estate, forcément, parce que c'est le secteur Alors, prédominant ici. Oui, tout à fait, les secteurs forts. L'énergie, le retail également. Tout à fait. Il y a une grosse présence retail. La chance qu'on a, c'est que Salesforce a misé sur l'intelligence artificielle sur tous ses clouds et toutes ses industries. Ouais. Donc, il y a forcément une solution pour l'industrie qu'on va vouloir cibler ou sur laquelle on veut travailler. Il faut juste trouver les use cases qui sont adaptés à la région, Ouais. qui sont adaptés Tout à la fait. manière de travailler ici aux industries qui sont en train qui sont en plein boom en ce moment. Mais on peut y arriver et c'est très important ce que tu viens de dire sur la partie data. C'est la donnée, c'est la qualité de données des clients qui va faire que votre agent IA va être efficace ou non. Donc l'IA, tout le monde en parle, c'est génial, ça peut faire gagner du temps, ça peut révolutionner pas mal de secteurs, mais on n'en est qu'au tout début. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste sur cette partie-là. On s'est déjà, je pense, tous cassé les dents sur des nouveaux modules Salesforce qui venaient d'arriver, qui faisaient ce qui était promis, mais où les clients avaient peut-être tendance à oublier qu'ils avaient certains prérequis de leur côté pour faire en sorte que ça marche. Par exemple, le fait que leur process métier soit déjà bien défini en amont. Ce n'est pas de l'outil qui va vous les définir. Et sur la partie IA, je pense, oui, en effet, il faut vraiment insister sur la partie qualité de données parce que l'IA a besoin de vos données pour les analyser, pour vous proposer les solutions, les réponses les plus adaptées. Donc il y a tout ce travail justement de préparation à l'IA où je pense avec nos années d'expérience sur d'autres projets digitaux, on peut accompagner justement les clients sur ce travail de préparation. Comme tu disais, Rabi, la partie technique, on peut tous s'y mettre facilement. On a Trelled qui nous aide énormément, mais c'est vraiment la partie préparation en amont des équipes pour que tous ces prérequis soient réunis pour que la solution à la fin réponde à un besoin qui a été défini dès le départ. C'est pas juste dire on a implémenté Agentforce, mais d'accord, pourquoi on l'a implémenté? Quelle valeur ça va apporter à mon Exactement. business, quoi. Exactement. En fait, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un accélérateur, mais de mon point de vue, en tout cas dans mon rôle, ça ne change pas fondamentalement la manière que j'ai de travailler. Pourquoi ? Parce que la donnée, c'était déjà essentiel avant l'intelligence artificielle. C'est l'essence, le carburant que tu mets dans ton système, dans ta voiture pour qu'elle avance. Donc, si tu as des données de mauvaise qualité, avant même l'IA, ton CRM n'allait pas répondre à tes attentes. Donc, travailler sur les process métiers, pareil, c'était déjà essentiel avant l'IA. Pour moi, l'IA, c'est un must, c'est vrai. C'est un accélérateur incroyable. Ça permet d'améliorer certains points de l'organisation, des solutions et de l'expérience client et employé, certes, mais normalement, la méthodologie et l'approche du consultant n'est pas forcément révolutionnée. Ce qui est révolutionné plus, c'est les compétences, j'allais dire, techniques ou technico-fonctionnelles qu'il faut acquérir. En fait, moi, ouais, clairement. Comment je le vois, c'est qu'on a passé des années à construire des systèmes pour afficher de la donnée. On a passé notre temps à faire ça. On a passé des années à stocker de la donnée. Et ça, c'était la première étape finalement. Et ensuite, lorsqu'on met tout ça en place et qu'on crunch un peu les données, on se rend compte qu'elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Et je pense qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on va détecter peut-être tout ça. On va changer en fait notre manière d'organiser nos projets. On va commencer déjà par un traitement de la donnée quali, parce qu'il est essentiel. Il sera le fuel, comme tu dis, de notre système, qui fait qu'on va devoir commencer par ça. Avant de dire que je veux le prénom en haut à gauche et le nom à droite, ok, quelles sont les données? Quels sont les touchpoints qui renseignent mon système? Comment ils sont renseignés? Est-ce qu'on a bien toutes nos règles? Est-ce que toutes les règles sont bien appliquées dans tous les systèmes? Avant de passer à la conception. Et je pense qu'en termes de métier qu'on a aujourd'hui, il y aura un chiffre qui va s'opérer et l'organisation de notre travail va être totalement différente. Ok. Pour revenir un peu sur la vie à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, pour ça je suis très content de vous avoir avec moi parce qu'il y a plein de fantasmes dans la tête des gens. Ça vous fait rire. On l'a entendu. On sait de quoi tu parles. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on en parle parce qu'effectivement, il y a énormément de fantasmes sur plein de choses. J'ai eu la chance de venir ici il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Donc, j'aimerais bien aussi échanger avec vous parce que
si je prends un peu de recul et je me mets dans la peau d'une personne lambda, les Émirats Arabes Unis, c'est un peu l'Eldorado. Je vais pouvoir, parce que j'ai une expérience européenne, pouvoir peut-être demander des choses. Est-ce que c'est ça la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité en fait ici sur le marché du travail? Est-ce qu'on nous attend? Est-ce qu'on ne nous attend pas? De quelle mesure? Comment ça se passe? On l'a dit déjà précédemment, les Émirats Arabes Unis sont un peu gérés comme une entreprise, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de personnes qui viennent dans le pays pour l'aider à avancer. Donc là où ils sont très forts, j'allais dire même parmi les top pays, c'est qu'ils ont une vision très claire de là où ils veulent aller. Et donc, nous, en tant que personnes qui venons s'installer ici, on vient dans le cadre de cette vision-là. Déjà très important. Donc ils ont besoin de ressources, de personnes, de sachants, de talents du monde entier qui viennent enrichir leur pays. Donc c'est vraiment ça et les aider à atteindre leur vision. Donc déjà, quelque part, on nous attend. Oui, c'est vrai, il faut se le dire. On nous attend et les Émirats ont besoin de nous aussi. Après, il ne faut pas venir comme une fleur. Il ne faut pas dire c'est bon, je vais demander 100K de salaire mensuel. Non, c'est pas ça. On n'est pas. Enfin, c'est pas un rêve, quoi. Sinon, je pense que on aurait arrêté de travailler, on aurait déjà gagné assez pour prendre notre retraite dorée. Non, alors, les salaires, si on doit comparer avec la France et ici, je pense qu'on peut avoir des salaires attrayants parfois, ça va vraiment dépendre de la mission, du rôle, de l'industrie, mais le facteur différenciant, je pense, c'est aussi le coût de la vie. Ici, on a des postes de consommation qui sont totalement différents par rapport à la France. Donc, par exemple, si on a des enfants, les écoles sont payantes ici toutes, donc ça représente un budget. Le logement est aussi un budget important, plus cher qu'en France, par exemple, si on veut comparer. Donc on a une qualité de vie ici qui est incroyable, mais qui a un coût. Donc ça, faut en tenir compte. Mais j'allais dire, les attentes, je pense, c'est arriver dans un environnement super concurrentiel. Il faut venir avec ce facteur différenciant dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut venir apporter quelque chose au pays et avoir un plan clair de pourquoi on vient ici. On peut vite se perdre. On parlait ici, on a misé beaucoup sur l'entertainment, j'allais dire la première année, quand on vient, on a un peu l'effet vacances, où il fait beau toute l'année, on a tout facile d'accès, donc on sort beaucoup, on dépense beaucoup, etc. On peut vite se perdre si on n'est pas préparé aussi bien financièrement, professionnellement, personnellement. Voilà, il faut savoir pourquoi on vient, connaître ses compétences, ses limites, se préparer. Parce qu'il n'y a pas de fatalité en soi, on peut travailler sur nos points faibles. Et j'allais dire, connaître les règles du jeu localement. Donc on a plein de chance, on a parlé nous du remote, mais il n'y a pas que le remote, c'est vrai. On peut travailler dans des entreprises ici locales qui embauchent beaucoup aussi. On a la capacité aussi d'être un peu ce qu'on appelle digital nomade. Donc voilà, on a tout un tas de possibilités. On peut créer son entreprise, être freelance, etc. Il faut savoir un peu ce qu'on veut faire. Pendant combien de temps? Ici, en général, les gens voient les Émirats plutôt comme un accélérateur de carrière ou financier, tout simplement. Ouais. Ils viennent sur une durée courte ou moyen terme, j'allais dire. C'est rare de voir des gens qui restent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il y a une espèce de turnover ici qui crée un dynamisme et donc aussi qui nous met sous pression. Faut être honnête. Hein. Il faut se lever tôt et travailler dur si on veut rester ici parce qu'il y a cette pression. Donc, préparez-vous. Ne venez pas comme une fleur. Connaissez vos forces. Travaillez sur vos faiblesses. Et il ne faut pas hésiter à prendre, par exemple, des contacts, même à distance. Moi, je pense que toi aussi, on est souvent contacté, que ce soit via LinkedIn ou autre, pour avoir des informations sur le marché, etc. Je trouve que c'est super. N'hésitez pas à prendre des informations depuis chez vous et mûrissez, travaillez votre projet pour ne pas venir un peu comme une fleur. C'est le meilleur moyen, je pense, d'être déçu et de rater son expérience. Je pense qu'après cet épisode, vous allez avoir plein de questions sur LinkedIn, j'en suis sûr. On va embaucher une secrétaire, c'est ça? Nabila? Exactement la même chose. Quand on vient à Dubaï, il faut savoir pourquoi on est là, quel est notre objectif, parce que comme disait Rabi, on peut très vite se perdre. Ici, il y a beaucoup de distractions. Il fait beau, il y a des sorties. Après, c'est vrai que en termes de sécurité ici, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Petite anecdote, une fois j'ai oublié mon téléphone sur la table d'un café. Je suis revenue une demi-heure après, il était au même endroit, il n'avait pas bougé. C'est pas une légende urbaine, ça se passe vraiment à Dubaï. Et donc du coup, la vie est plus simple ici avec tous les services qui viennent à toi. Tu n'as même pas besoin d'aller les chercher. Mais tout ça, ça a un coût aussi. Tu dois travailler dur.
La concurrence ici, elle est très importante parce que c'est des gens, maintenant on voit des gens du monde entier. C'est vraiment un melting pot, Dubaï. J'ai jamais rencontré autant de nationalités différentes et de parcours aussi différents. Tu crois avoir une histoire incroyable à raconter, tu rencontres 10 personnes dans la semaine qui ont une histoire encore plus dingue que la tienne. Tu deviens banal finalement. Exactement. Et donc tout ça, c'est un projet qu'il faut préparer, ne pas perdre de vue ce que tu cherches en fait en venant à Dubaï, être prêt aussi à travailler dur. Parce qu'ici, tu n'as pas la sécurité de l'emploi. Quand tu as un contrat local, ben, tu peux être très rapidement mis à la porte si au final, tu n'as pas atteint tes objectifs ou si les effectifs ont été réduits. Et ici, en fait, même ta résidence, ton visa, il est rattaché à ton travail. Donc, autant d'un côté, en fait, c'est une ville qui est en pleine effervescence. Elle encourage énormément l'entrepreneuriat. Okay. Et je trouve que ça change de notre mentalité un peu française où l'entrepreneuriat est vu plus comme un risque que tu prends. Quand j'ai voulu me mettre à mon compte, la plupart des gens m'ont dit « Mais attends, tu vas perdre ton CDI, la sécurité de l'emploi pour te mettre à ton compte, te mettre à risque. » Alors qu'ici, c'est une chose qu'ils encouragent. Et même, tu rencontres des gens qui te disent « J'ai ouvert 3-4 boîtes différentes, c'est pas grave, ça n'a pas marché, je vais en ouvrir une autre. » C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Le nombre de personnes qui ont créé une société et qui a marché tout de suite, ça n'existe pratiquement pas. Tu apprends de tes échecs. C'est bien d'en parler parce que c'est vrai, totalement. Exactement. Enfin, tu apprends. Le full succès dès le début, j'en connais très peu en fait. Ouais, et même les plus gros, ils ont commencé par des échecs. Donc ici, on t'encourage vraiment à entreprendre. Et même le melting pot de gens ici fait que tu rencontres des gens avec des parcours différents, avec des métiers différents, et ça t'ouvre aussi l'esprit à d'autres opportunités que tu peux avoir. Donc oui, Dubaï, c'est une terre d'opportunités, mais il ne faut pas perdre de vue quel est ton objectif en venant ici. Tu as le droit de t'amuser, bien sûr, mais avec certaines limites. Il ne faut pas être foufou et sortir tous les soirs, dépenser des mille et des cents, parce que sinon, tu ne resteras pas ici. On les voit, les gens qui viennent ici pour 1 an, 2 ans, et ils repartent parce qu'au final, ils n'ont pas été sérieux dans le travail, ou ils ont dépensé tout leur argent et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans boulot. Dans cette ville, tu restes ici que quand tu as un boulot, un projet, une entrée d'argent, où tu as mis suffisamment de côté pour te permettre justement de prendre ton temps, d'attendre que ta boîte prenne et devienne une entrée d'argent pour toi. Moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'était que... Donc, pour démystifier un peu le fantasme qu'il y a autour de cette ville, c'est que personne ne t'attend, qu'il y a une concurrence qui est féroce parce qu'elle est worldwide, elle vient du monde entier. Et même si on est des très bons consultants sur Salesforce ou sur n'importe quelle technologie, il y a du monde aussi qui veut venir ici. Je dis ça parce qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Auparavant, ils étaient en recherche de ressources et ils faisaient en sorte d'attirer le monde. Donc, je dis ça par rapport à des idées qu'on peut avoir sur des packages ou des salaires ou tout ça. Je pense que ça a existé à un moment donné. Oui, ça existait, ça a un peu changé. C'est vrai, ça a bien changé même, je pense. Après, il y a aussi une dimension dont on n'a pas parlé. Je pense c'est aussi l'arabisation ou l'émiratisation qui change aussi un peu la donne. Donc, pendant longtemps, peux en parler pendant longtemps, en fait, on reposait beaucoup plus sur les talents extérieurs au pays. Parce qu'ils avaient, comme on l'avait dit, l'expérience, la formation, etc. Et depuis déjà maintenant plusieurs années, les Émirats aussi, et c'est aussi le cas en Arabie Saoudite et dans la région, ils ont beaucoup misé sur leur population. Ce qui fait qu'ils ont envoyé leurs locaux, leur population, leurs personnes étudier en Europe, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ils ont les mêmes formations, ils ont les mêmes connaissances, ils ont travaillé également à l'étranger, donc ils reviennent, parce qu'ils ont un sentiment fort de patriotisme aussi, ils reviennent dans leur pays pour le faire évoluer aussi et grandir. Et on a également des lois qui ont été passées pour avoir un certain quota, un certain nombre ou un pourcentage d'effectifs de certaines sociétés qui doit être respecté. Et donc tout ça rajoute aussi de la concurrence. Donc, avant, elle était internationale, maintenant elle est même locale. Elle est locale, internationale, donc concurrence super forte. Et effectivement, il faut savoir pourquoi on vient. C'est vrai. Et c'est aussi ici, quand tu rencontres des prospects, quand tu passes des entretiens, maintenant on te dit certes, c'est bien beau, tu as une expérience dans ton pays d'origine, tu as 10, 15 ans d'expérience, mais est-ce que tu connais le marché local ? Si tu ne connais pas le marché local,
eux, ça ne les intéresse pas parce que c'est une autre manière de faire Il est spécifique, ouais. Ouais, C'est très différent. C'est une autre manière de faire le business. Comme disait Rabi, c'est beaucoup sur le relationnel aussi. Et toutes ces petites nuances, il faut les comprendre. Et il faut être... en fait, quand ils recrutent... Les choses vont tellement vite ici que quand ils recrutent quelqu'un, ils veulent que la personne soit opérationnelle tout de suite. Donc, on ne va pas te laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois d'onboarding pour que tu comprennes comment la région fonctionne. Donc, c'est pour ça les talents, comme tu as dit, les talents maintenant viennent du monde entier. Même si nous, en France, on est considéré comme étant bons et expérimentés, il y a des gens aussi bons et expérimentés que nous qui viennent d'autres pays et qui cherchent aussi à s'installer ici. Donc je pense que c'est tous ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, donc on n'est pas tous influenceurs. Pas du tout, on même. ne vient pas pour les impôts, voilà, que ça soit dit. Non, c'est vrai que c'est important de débunker les stéréotypes, Clairement. les préjugés sur la région. Je pense que aussi les Émirats, ça crée aussi beaucoup de jalousie. Et le pays va très vite, ils investissent. Bon, le pays est un peu plus petit en taille et plus récent, donc c'est plus facile, c'est des contextes différents. Mais je pense que ça crée beaucoup de jalousie et d'a priori. Et le meilleur conseil qu'on pourrait donner aussi aux gens, c'est venez voir un peu comment ça se passe sur place, venez en vacances, tâtez le terrain et vous verrez, les préjugés vont vite tomber. Ouais, le fameux Habibi come to Dubai. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment se faire... Il faut se faire son idée. Exactement, il faut venir ici. Même quand on me demande alors Dubaï c'est comment, je peux en parler, mais on n'a peut-être pas les mêmes attentes. Donc il vaut mieux venir et se faire sa propre idée, c'est ce que je dis aux gens. En tout cas, merci à vous, merci pour votre témoignage, c'était très enrichissant et ça permet de démystifier, comme je disais tout à l'heure, ce qui peut se passer ici. Merci à vous. Encore merci à vous, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter l'épisode et on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde. Merci. Merci.